Bonjour et bienvenue dans une nouvelle session de Top 42. Top 42, on en a déjà fait l'année dernière, donc c'est en fait une sélection de 42 choses. Donc là, c'est des personnages, dans le futur ça pourrait être des choses, que j'aime beaucoup. Donc ce coup-ci, on va parler de l'univers Marvel et on va parler des héros de l'univers Marvel, n'est-ce pas Spidey? Et oui, parce que après avoir fait tous les vilains de l'univers Marvel et les vilains de l'univers DC, on va faire la même chose, mais ce coup-ci avec les héros. Quand je dis héros, j'entends vraiment des personnages qui ont une grosse série à eux, et qui sont vraiment les acteurs forts, au moins de plusieurs récits. Ce qui m'a fait enlever plusieurs protagonistes plus secondaires que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas mis, parce que du coup, j'ai vraiment essayé de me limiter aux héros. Peut-être un jour, on parlera des castes étendus. Qui sait. Et donc c'est parti pour ce premier numéro du top 42 de mes super-héros préférés dans l'univers Marvel. Numéro 42, Hitmonkey. Hitmonkey, le plus grand assassin du monde, est un personnage plutôt récent puisqu'il est né en 2010. Et quand je dis le plus grand assassin du monde, c'est parce que c'est principalement la tagline du titre. Il y a bien longtemps, dans les montagnes enneigées, un tueur a trouvé refuge parmi un groupe de singes, qu'il a soigné. L'un des singes, cependant, était méfiant, persuadé que cet étranger allait attirer le malheur. Ce singe, d'ailleurs, a été bien inspiré de regarder le tueur s'entraîner, apprenant ainsi ses mouvements et le combat à main nue. Malheureusement, cela n'a pas empêché sa tribu de singes de se faire tuer par des tueurs qui ont volé au premier tueur. Il partit donc pour éliminer tous les assassins qui étaient liés, de près ou de loin, au meurtre de sa tribu, et petit à petit est devenu un tueur de tueurs professionnels. Il s'agit donc d'un singe en costard qui se la joue Punisher sur les assassins. Le concept est très bon, peut-être très drôle, mais est très peu exploité. Créé par Daniel Way, qui écrivait la série Deadpool à l'époque, le singe est apparu dans le titre du Mercenaire et n'a pas tellement réussi à en sortir. On l'a vu apparaître dans les Howling Commandos, avec d'autres monstres, entre guillemets, un peu dans Old Man Logan, mais il se fait toujours attraper par l'ombre de Deadpool, que ce soit dans Mercs for Money ou Spider-Man Deadpool. Alors il a bien eu une série à lui, mais qui fait beaucoup de flashbacks, alors que tout le monde veut le voir botter des culs maintenant. C'est très bien son origin story, mais c'est maintenant qu'on veut le voir. Alors il a bien fait jeu égal avec Bullseye, mais on veut en voir plus. En tout cas, je veux en voir plus, et c'est pourquoi Hitmonkey défouraille sec à la place décidément très personnelle de la 42e place de Stop. Numéro 41. Valkyrie. Continuons ce début de top avec une déesse asgardienne qui botte des culs. C'est toujours un bon début, je trouve. L'idée de faire appel au reste de la mythologie nordique une fois qu'on a introduit le personnage de Thor dans ton univers, c'est parfaitement normal. C'est pourquoi, dès l'année 1970, on peut retrouver une Valkyrie dans le numéro 83 des Avengers. Alors il s'agit à l'époque d'un déguisement, porté par l'enchanteresse Amora, qui cherche juste à se venger des hommes parce que Scourge l'a abandonné un jour dans une histoire un peu simpliste. Un an après, dans Hulk 142, Vlatipak l'enchanteresse peut mettre la Valkyrie aussi dans d'autres personnes. Ici, une étudiante nommée Samantha Parrington, qui va se battre encore une fois contre les héros. Mais la troisième fois, c'est pas Roy Thomas qui l'utilise comme les deux fois précédentes, mais Steve Englehart, dans le numéro 4 de l'équipe des Defenders. Et elle restera dans l'équipe sous la forme mortelle de Barbara Norris jusqu'à la fin du titre, le numéro 152 en 1986. C'est dans ce titre qu'on apprendra la backstory de l'héroïne, Brunhilde, ancienne Valkyrie asgardienne qui sera trompée par l'enchanteresse qui capturera son âme et peut la lier par sort à n'importe qui. Avant ça, c'est la Brunhilde que l'on connaissait dans le mythe de l'anneau des Nibelungen. Donc Siegfried, Sigmund, Camp endormi, tout ça. D'ailleurs, Siegfried, c'était un Thor jeune qui se réincarnait déjà sur Terre. Et Thor, c'est un personnage qu'on voit très peu avec Valkyrie. Et c'est très bien comme ça. L'univers Marvel est bien assez grand pour que tous les Asgardiens ne se rencontrent pas toutes les 30 numéros. Merci bien. Au contraire, Brunhilde, en tant que personnage, a sa propre vie bien à elle. C'est déjà un très bon point pour elle. Mais un autre point me semble aussi assez important. Pendant très longtemps, en fait, elle va pas être liée à son propre corps, elle est liée à d'autres personnes.
Donc on n'est pas sur un truc comme Thor et Donald Blake, puisque les deux sont au final deux facettes d'une même personne, mais on est plus comme Captain Marvel. Peu importe la maison d'édition et le personnage. Billy Batson et Rick Jones partagent la même cohabitation avec quelqu'un d'autre. C'est la même bouillabaisse. Chez Brunhilde, ce sera encore plus important et plus poussé. Pour récupérer son corps, elle va devoir combattre l'esprit de la personne qu'elle a plus ou moins possédée. Elle se retrouve liée à plusieurs personnes au fil du temps. Bref, c'est toute une dynamique qui s'installe, et des relations assez différentes, et du coup plutôt assez intéressantes. Et même au niveau de ce qu'elle doit faire, il y a pas mal de choses. Elle devra éduquer Dragonloon, elle combattra forcément à Ragnarok, elle renaîtra de multiples fois, et elle bottera moult derrière. Ah, et elle a un cheval volant qui s'appelle Aragorn et qu'elle a piqué au Chevalier Noir. C'est une déesse viking sur un Pégase. Bref, qu'est-ce que vous voulez de plus pour régner sur la 41e place de Stop? Numéro 40. Omega the Unknown, ou Omega l'inconnu. Bon, continuons dans les personnages peu connus et peu utilisés que j'aime pourtant beaucoup. Et là je fais dans l'obscur, bien plus que pour Hitmonkey, c'est vous dire. Omega the Unknown, ou Omega l'inconnu, porte extrêmement bien son nom, puisqu'il est né dans sa propre série au numéro 1 et mourra au 10e et dernier numéro en 1977. Ces derniers fils narratifs sont résolus dans une aventure des Defenders en 1979 par des auteurs différents et avec une conclusion sans doute très différente de ce qu'avait en tête son créateur, Steve Gerber. Alors pourquoi je l'aime bien et j'en parle? Car Steve Gerber ne sait pas vraiment faire du super-héros conventionnel, comme on va le voir d'ailleurs dans la suite de Stop. Il lui faut autre chose. Des personnages comme Namor ou Iron Man ne lui vont pas. Donc, le voici qui montre ce que doit être un super-héros selon lui. Dans l'espace, une espèce métallique vivant sur la planète Protaris se meurt des causes d'un changement climatique. Pour étudier la survie des autres planètes, et éventuellement en profiter par nous-mêmes, ce serait bien quand même de sauver son cul, ils ont construit des androïdes humanoïdes qui vont regarder ce qui se passe ailleurs. Au moment où commence notre histoire, ne subsistent que deux de ces androïdes. L'adulte et héroïque modèle X3Z, que l'on appellera Omega, qui combat dans l'espace, et un jeune garçon nommé James Michael Starling, qui vit sur Terre. Ces deux-là ne savent pas qu'ils sont des androïdes, et se sont curieusement attirés l'un par l'autre. Et je vous en ai déjà bien trop dit, histoire d'être clair. Le titre vit par son ambiance et a laissé une très forte impression sur quiconque l'a lu. Le personnage a connu une nouvelle version, très courte, en forme d'hommage, entre 2007 et 2008, par le romancier Jonathan Lethem, qui a été lui aussi très marqué par le titre. En gros, pour résumer, Omega the Unknown, personne n'en demande forcément de suite. Mais le personnage a beaucoup marqué ceux qui ont lu ces quelques numéros, moi y compris, et c'est pourquoi il vit encore dans certains cœurs, et à la 40e place de Stop. Numéro 39, Nova. Nova est un personnage qui est né dans un fanzine. Si, en 1966, un tout jeune Marv Wolfman crée Nova dans son propre fanzine, Super Adventures. D'abord appelé The Star, il deviendra Black Nova, toujours dans le fanzine, avec l'aide de Lin Wayne. Décidément que de beau monde dans le fanzina. Et donc en 1976, alors qu'il travaille chez Marvel, Marv Wolfman retravaille son personnage en Nova, qu'il veut en hommage à Spider-Man. D'où des origines modestes pour le personnage, et un nom allitératif à la Stan Lee, Richard Rider. Par contre, la série de base, elle, ressemble beaucoup au concept de Green Lantern. Un extraterrestre membre d'une force de police galactique meurt, donnant sa puissance à un terrien sur place, qui devient lui-même membre de cette force de police, et protégera l'espace et sa planète d'origine, parce que faut pas déconner. Et c'est pas pour me déplaire que ça a une vibe Green Lantern d'ailleurs. À la fin de sa première série, de 25 numéros tout de même, il connaîtra de nombreuses variations, perdra ses pouvoirs, fera partie des New Warriors, retrouvera ses pouvoirs, gagnera de nouvelles séries solo, perdra ses pouvoirs. Bref, le personnage vit dans un univers partagé et on sait pas trop quoi foutre avec ses pouvoirs. Il perdra de sa superbe avec le temps. Mais il reviendra en pleine lumière avec la remise en avant de l'univers cosmique de Marvel dans les années 2000, effectué par les auteurs, principalement Abnett et Lanning, en même temps que ce que l'on appelle les Gardiens de la Galaxie, la nouvelle version que tout le monde connaît.
Pendant plusieurs années, il sera redevenu un héros de premier plan, jusqu'à son sacrifice ultime dans The Thanos Imperative pour stopper l'arrivée d'un univers cancer au nôtre. Le bien nommé Cancerverse. Un nouveau Nova terrien apparaît donc, Sam Alexander, fils d'un ancien membre du Nova Corps. Celui-ci vivra des aventures en solo avant de réussir à délivrer Richard Rider de l'univers Cancer il y a récemment, et donc nous voilà à peu de choses près aujourd'hui. Et pourquoi il est trop bien Nova du coup ? Bah déjà c'est un mélange de Spider-Man Green Lantern, c'est Kyle Rayner avant l'heure, et c'est super cool. Il y a aussi la relation, alors un peu plus récente, entre le héros et le World Mind, une véritable entité, bien loin de cette volonté verte qui ne parle pas chez les Green Lantern. Et puis oui, suivre Nova, c'est suivre l'évolution d'un personnage, et le voir mûrir jusqu'à devenir un défenseur de premier plan de l'univers, et pour cela, merci Abnett et Lenig. Bref, Nova rayonne à la 39e place de Stop. Numéro 38, Luke Cage. Sweet Christmas! Et je vais arrêter tout de suite parce que c'est ridicule a posteriori. Tout comme on pourrait trouver le Luke Cage des origines un peu dépassé et ridicule parfois. Après tout, celui-ci est le fruit de la Blaxploitation, un genre cinématographique qui a eu le mérite de mettre en avant des personnages de couleur peu vus ailleurs, mais qui a décidé d'en faire des caisses et a par conséquent largement subi le poids des années. Néanmoins, j'aime beaucoup le Luke Cage des origines, malgré son côté très brut de décoffrage, car il savait parfois se poser un peu plus. J'ai en tête une scène dans la neige qui m'a beaucoup marqué par exemple. Et j'adore encore plus qu'il est devenu au fil du temps, mais je brûle sans doute les étapes. Luke Cage était à la base Carl Lucas, élevé dans Harlem qui a fait partie des gangs, et qu'un parrain local a fait tomber en planquant de la drogue dans son appart, ce qui l'a fait finir en prison. Devant l'injustice et le racisme des gardiens de prison, il se rebellera constamment, du coup sa peine continue d'augmenter, et du coup pour la raccourcir un petit peu, il est volontaire pour une expérience qui augmentera sa force et rendra notamment sa peau plus dure que le métal. Pratique pour s'évader, et c'est ce qu'il fait. Il décide donc de changer de nom et devient Luke Cage. Voulant gagner sa vie, il se met à louer ses services de héros, et sera un peu plus tard rejoint par un autre héros qui deviendra son ami, Danny Rand, alias Iron Fist. À cette époque, le personnage est représenté tout en force. Et oui, ça en fait des caisses, et si au cinéma on a commencé à avoir beaucoup de personnages similaires en modèle de Shaft, en comics, bah on en a vraiment eu qu'un. En tout cas, un qui a vraiment marqué. Et il est délicieux. Seulement, petit à petit, le personnage a commencé à disparaître de la circulation, jusqu'à revenir en méga forme avec l'auteur Brian Michael Bendis, qui en a fait le compagnon de Jessica Jones, c'est une de ses créations, d'abord pour un soir, puis jusqu'à maintenant en fait. Beaucoup plus posé, devenant même le leader de plusieurs équipes, papa d'une petite fille, utilisant son statut de mec qui a fait de la prison pour s'occuper de l'équipe des vilains plus ou moins réformés des Thunderbolts. Bref, Luke Cage mérite largement qu'on s'intéresse à lui, et il défonce le mur de la 38e place de Stop. Numéro 37. Conan. Oui, Conan. Parce que, soyons sérieux 2 secondes. Si j'aime bien le barbare cimérien, c'est d'abord et avant tout à cause de la version Marvel. Et même si vous aimez juste le film de Milius, il a été fait en grande partie avec la version marvelienne en tête. Pas qu'elle diffère tant que ça que l'originel dans les textes de Robert E. Howard d'ailleurs. Mais sans la remise en valeur proposée par Marvel, on aurait peut-être oublié qui était le barbare. Parce que c'était un peu beaucoup le cas quand Marvel a acquis les droits. Donc oui, Conan. En commençant par adapter d'abord les récits d'Howard, puis en s'en écartant pour créer des nouvelles histoires, suffisantes pour alimenter plusieurs séries et magazines dans les années 70. Conan est résistant chez Marvel. Pas non plus invulnérable. Il peut prendre plus de dégâts qu'un vulgaire péon qui passerait par là, mais il peut tomber, et surtout peut être pris par surprise. Et oui, comme dans un bon western, il est toujours à la limite au final. Toujours entre la sauvagerie, comme son comportement envers les femmes, sa façon de parler, sa brutalité, mais il est aussi à mi-chemin vers la civilisation. Il a un grand esprit stratège, il maîtrise de nombreuses langues, il sait lire, écrire, et se rappelle énormément de choses, comme des mythes, des histoires ou le passé de son monde. Conan, c'est un peu ça en fait pour moi. Du western fantasy. Une fantasy qui n'est pas encore civilisée, mais qui est en train de l'être. Après tout, nous sommes entre la chute de l'Atlantide et l'avènement des fils d'Arius, nous dit la légende.
Comme son homologue howardien, ce Conan va connaître de nombreuses aventures qui vont l'amener de passer à barbare, à pirate, chef de bande et tant d'autres pour finir roi d'Aquilonie. Et ces histoires, comme les nouvelles, peuvent souvent être lues sans ordre particulier. Et pour toutes ces raisons, Conan le Barbare version Marvel bataille à la 37e place de Stop. Numéro 36. Monica Rambeau. Monica Rambeau, la femme aux 1000 noms de code. Car elle en a connu des identités, la native de la Nouvelle-Orléans. Créée dans un numéro annuel de Spider-Man par Roger Stern et John Romita Jr. en 1982, il s'agit d'une agente de police qui a participé à une opération pour arrêter un savant fou et fut bombardée dans l'opération d'énergie qui lui ont donné des pouvoirs extraordinaires. Et ne sachant pas trop comment les contrôler, elle part faire une chose assez logique, demander aux 4 Fantastiques. Enfin un peu de bon sens dans l'univers Marvel. Seulement, comme il n'y a que la chose et que les autres sont partis, ça marche moyen côté science. Et donc Spider-Man, qui passait par là, l'amène plutôt voir les Avengers. Et la nouvelle héroïne se trouve donc naturellement incorporée à l'équipe des Vengeurs. Et la presse lui a donc donné le nom de Captain Marvel, qui était libre pour le moment. Ses pouvoirs vont être assez changeants en force selon les périodes, mais elle peut manipuler toutes les énergies du champ électromagnétique. Oui, la lumière, les ondes radio, les rayons X, tout ça. Et oui, c'est plutôt balèze, surtout quand on peut se transformer soi-même en rayon de lumière. Bien sûr, le problème d'avoir un nom de super-héroïne que l'on n'a pas choisi, comme Captain Marvel, c'est que quand le fils du Captain Marvel originel revient, on lui laisse le nom. Et ainsi commence une valse de surnoms à se chercher soi-même, comme Photon, Pulsar et bien d'autres. Pour le moment, elle s'appelle Spectrum, ça fait plusieurs années que ça dure. Dans le doute, les gens qui la connaissent depuis longtemps l'appellent Monica Rambeau. Voilà. Ce qui est vachement bien avec Monica, c'est que c'est une héroïne avec des pouvoirs de grande envergure, mais pas trop connue, ce qui lui permet d'apparaître dans des registres extrêmement différents, allant de chef d'équipe des Avengers, oui, à membre d'une équipe scientifique nommée les Ultimates, tout en passant par une équipe totalement délurée comme Next Wave. Vraiment, le genre de registre où elle apparaît est assez grand. Un truc giga cool aussi, c'est ses pouvoirs. Transformer son corps en lumière et faire le tour du monde en 2 secondes. Dupliquer les énergies qu'elle rencontre, changer son apparence en manipulant la lumière autour d'elle. Elle va en enfer sauver Hellcat, combat des vampires à la Nouvelle-Orléans, tente de changer Galactus du dévoreur au porteur de vie. Bref, une vie assez bien remplie au final, qui me fait plaisir à chaque fois que je la rencontre. Et Monica Rambeau éclaire ma vie à la 36e place de Stop. Numéro 35, Reed Richards, alias Mr. Fantastic. Reed Richards, leader des 4 Fantastiques, et mec avec sans doute un ego assez massif pour choisir comme nom de code Mr. Fantastic. Bon, après, c'est sans doute le type le plus intelligent de la planète, donc bon, il a peut-être un peu le droit de se la péter un petit peu. Fils d'un scientifique, Nathaniel Richards, le petit Reed perdra malheureusement sa mère Evelyn assez jeune, à peu près vers l'âge de 7 ans. Son modèle sera donc son père scientifique, ce qui explique qu'il poursuivra pendant toute sa vie cet idéal. À l'université, il rencontrera son meilleur ami, Benjamin Grimm, et son meilleur ennemi, Victor von Fatalis. Bien sûr, tout change quand il décide de partir dans l'espace avec son meilleur ami, sa petite amie Sue Storm et le frère de celle-ci, Johnny Storm. Touchés par des rayons cosmiques, leur morphologie est modifiée et ils deviennent les 4 Fantastiques. Le premier vrai titre Marvel, à vrai dire celui qui a tout lancé mine de rien. Difficile pour moi de ne pas déjà être attiré par l'aspect historique de tout cela. J'aime bien aussi les personnages de scientifiques, un peu comme le fauve des X-Men, qui serait sans doute un des scientifiques les plus intelligents si Reed Richards n'existait pas dans l'univers Marvel. Sauf que Reed a en plus des points qui me fascinent. Premièrement, il visite des plans d'existence inconnus, le plus célèbre étant sans doute la zone négative, mais il y en a d'autres. Loin d'être juste des super slips, Mr. Fantastic est la raison qui fait que les 4 Fantastiques sont souvent des explorateurs. C'est un point que j'adore. Explorer, découvrir de nouvelles choses, c'est fascinant. Et chaque titre devrait avoir une petite part d'exploration en lui à mon sens. Alors, avoir un titre qui s'y consacre à très très haute dose, ça fait vraiment plaisir. Deuxièmement, la famille. Oui, ça peut faire cucu de dire ça, mais mine de rien, la relation entre Reed et Sue a évolué au fil du temps. On va même assister à leur mariage, la naissance de leur fils, une séparation du couple de 19 mois, ce qui est pas mal dans un monde des comics redevenu très béni oui-oui par le contrôle du Comics Code.
Voilà, c'est un côté, la famille qui va beaucoup évoluer et ça me plaît beaucoup. Troisièmement, Reed a un corps élastique. Et j'apprécie toutes les fantaisies permises par les corps élastiques. Et surtout, c'est un contraste très intéressant entre un corps rigolo et un état d'esprit très sérieux. Là où la plupart des hommes élastiques en fiction sont plutôt exubérants aussi dans leur caractère. Dernièrement, Reed est un humaniste. Ses actions servent au bien de tous, il est souvent en première ligne pour aider les autres. Et oui, même s'il est très pris par ses recherches, il sait les mettre en pause pour aider les autres, il l'a appris maintes et maintes fois. Parce que oui, si Reed n'est pas plus haut dans ce top, c'est à cause d'une tendance de certains auteurs, et notamment depuis quelques temps, à voir en Reed quelqu'un d'un peu plus cynique, à ne voir le monde que comme des données et non plus des gens. De manière générale, l'univers Marvel est devenu beaucoup plus sombre, ce que je regrette personnellement, car on y a perdu la multiplicité des points de vue possibles en tant qu'auteur. Pendant un temps, et la décennie 2000 notamment, tout devait être fait sous l'angle du réalisme. Et par là, je ne parle pas que du réalisme en termes de dessin, mais de la notion politique de réalisme, notion qui s'oppose à d'autres, comme l'idéalisme et l'humanisme. D'autres personnages en ont fait les frais à cette époque, comme Iron Man, mais Reed Richards a été aussi, lui, très touché, et a été montré comme un personnage détestable pendant des années, ce qui fait que j'en ai encore des restes. Le personnage a vraiment souffert de cette époque, à mon sens, même s'il commence à remonter plutôt pas mal la pente. Et c'est pourquoi Mr. Fantastic explore la zone inconnue de la 35e place de Stop. Et en plus, il porte super bien la barbe. Numéro 34, Cyclope. Encore un autre leader d'équipe, même si son rôle est beaucoup plus disputé. Cyclope est pourtant souvent vu comme le leader iconique des X-Men, le premier des X-Men, et le fils spirituel du professeur Xavier. Il a commencé en tant que jeune timide dans le premier numéro des X-Men, et ne bougera pas trop de ce postulat pendant un bon moment. Scott Summers, de son vrai nom, il est l'aîné d'une famille qui, malheureusement, est morte lors d'un accident d'avion. Enfin, morte. Pendant le crash, comme il ne restait qu'un seul parachute, les parents le posèrent sur les épaules de Scott, le faisant tenir son petit frère Alex pendant le crash. Devenu orphelin, il aura du mal à contrôler ses pouvoirs et faillit tomber dans le crime, n'étant sorti de là que par l'intervention du professeur Xavier, qui récupère là le premier de ses chers X-Men. Ce qui est intéressant avec Cyclope, c'est son évolution. On peut ne pas être d'accord avec celle-ci, mais il n'y a pas à dire, elle est intéressante. De ce petit garçon très timide émergera un leader sûr de lui, qui fera tout son possible pour sauver ses amis, puis encore une autre évolution qu'il fera remettre en question l'idéologie de son mentor, Charles Xavier, et définitivement le garçon timide n'est plus. C'est lui qui fait le lien entre les anciens X-Men et les nouveaux. C'est lui qui participe à la première histoire d'amour des X-Men, chose ô combien importante chez les mutants. Et lui qui a sans doute les relations parentales les plus cheloues du multivers, juste devant Jean Grey, qui n'est pas dedans juste parce qu'elle n'a pas participé à toute sa progéniture multiversale. Beaucoup de gens trouvent Cyclope un peu naze, et préfèrent d'autres personnages parce qu'on apprécie peu les leaders d'équipe. Un peu comme personne n'aime vraiment Leonardo chez les Tortues Ninja. Seulement, moi j'aime Leonardo, et j'aime beaucoup Cyclope. Déjà son pouvoir est cool. Unique en son genre et suffisamment versatile pour qu'on puisse en changer la puissance pour plusieurs utilisations, allant de défoncer une sentinelle façon shotgun, ou bien une rafale optique extrêmement bien condensée, précise. Le fait de devoir le contrôler via ses lunettes lui donne aussi une très bonne dynamique, permettant de le mettre en difficulté et de surmonter cette difficulté. C'est un peu le principe des histoires, créer du conflit. Contrairement à d'autres personnages comme, je sais pas, Malicia, Gambit ou Spider-Man, Scott Summers est très discret sur ses souffrances. Elles sont là, clairement, mais toujours réprimées pour le bien de l'équipe. Et surtout, tous les autres X-Men ont un free pass sur leurs mauvaises actions. Très très nombreuses, mais Scott accepte la faute car il se doit d'être le leader et de protéger les autres. Car être un leader n'est vraiment pas simple. Cyclope le prouve tous les jours par ses sacrifices, même si ça le fait parfois un peu beaucoup péter les plombs, à la 34e place de Stop. Et voilà, c'est la fin de ce premier numéro Top 42 spécial super-héros version Marvel. Alors on est parti de la place numéro 42 et on est arrivé jusqu'au numéro 34. On a vu 8 personnages et on continuera encore comme ça dans les semaines à venir. Je vous dis à la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, ne faites pas comme Cyclope. Il faut pas tuer son père comme ça. C'est pas bien Cyclope. Tu m'entends Cyclope, arrête